Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S302 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 7 octobre 2021. Cette semaine, dans le Flash Actu, le constructeur français Pixi annonce une nouvelle version de son hybride télémétrique. Tamron lance un zoom d'exception pour les hybrides Sony 24-36 mm et le Festival du regard de Cergy-Pontoise vient d'ouvrir ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le Pixi, conçu et fabriqué en France, est un hybride télémétrique équipé d'un capteur APS-C exploitant la légendaire monture Leica M. La seconde génération de cet appareil, pour le moins original, exploite un nouveau capteur CMOS BSI de 26 millions de pixels capable de grimper à 12 800 ISO. Il intègre aussi un nouveau viseur télémétrique hybride capable, lui, d'afficher des informations de réglage en surimpression et propose une plus grande mémoire interne jusqu'à 128 Go. Il dispose en outre désormais d'une nouvelle connectique USB-C. Nous nous sommes entretenus avec David Bars, le fondateur du Pixi. Il nous raconte l'histoire de cet appareil. On l'écoute. Alors, l'histoire de Pixi en une minute, c'est l'histoire d'un mec qui fait du software et qui se découvre une passion pour la photo et qui, au bout d'un moment, à force d'utiliser plein d'appareils, notamment argentiques, se dit que ce que les gens ratent, c'est en fait la joie d'avoir un viseur optique et de ne plus avoir d'écran à l'arrière. Et donc, je me lance dans l'aventure il y a à peu près 6 ans pour recruter une équipe et fabriquer l'appareil de mes rêves. Il a fallu apprendre beaucoup de choses, il a fallu recréer beaucoup de choses parce que globalement, quand on veut créer un appareil photo, il n'y a plus d'industrie finalement qui permet d'acheter beaucoup de composants, notamment optiques. Et puis au fil de cette aventure, on a fait aussi des belles rencontres, notamment Fabrice Barbier, donc, qui est l'ancien vice-président de l'engineering chez GoPro, donc un des papas de la GoPro, qui nous a rejoints au cours du parcours. Et donc, fast forward 2020, donc après toutes ces années de mise au point, on met sur le marché la première version de Pixi, donc avec un beau succès. On a fait des belles ventes, on a vendu l'appareil un petit peu dans le monde entier. Et puis, on a voulu adresser à un moment donné le reproche, enfin en tout cas la lacune que les gens nous donnaient un petit peu, à savoir votre capteur n'est pas très résolu. 12 millions de pixels en 2020, c'était des très bons pixels, mais il fallait aller au-delà. Et donc, notamment grâce à Fabrice, qui avait beaucoup de contacts dans l'industrie, dont il nous a fait profiter, on a eu l'occasion de sourcer un très très bon capteur. Ça nous a permis de mettre sur le marché justement cette nouvelle version. Et puis on a également mis à jour notre viseur, puisqu'on souhaitait commencer à aller un petit peu au-delà de ce que la concurrence propose sur ce marché. C'est un marché qui est une niche. Les fabricants de télémétriques, il y en a 2 dans le monde. Un très gros, si on peut dire, Leica et nous. Et donc, on a voulu aller un petit peu au-delà de ce qui se faisait sur le marché en commençant à mettre des indicateurs type un petit peu réalité augmentée, si on peut dire, où on peut interagir de manière dynamique dans le viseur. Ce qui est important aussi, c'est que donc l'appareil il est conçu et fabriqué en France. C'est pas simplement sorti des bureaux d'études qui sont installés à Besançon, mais on fait une partie de la fabrication qui est réalisée dans la région. Je vous dis pas que le capteur est fabriqué en Franche-Comté, mais en tout cas, on s'appuie sur l'industrie de la micro-horlogerie pour fabriquer notamment les pièces du télémètre. Et ensuite, toute l'intégration et tout le réglage est fait directement ici. Donc, c'est un vrai appareil français dans sa conception et dans sa fabrication. Le boîtier est déjà disponible à la commande et proposé à partir de 2 999 €. Tamron vient juste de lever le voile sur une nouvelle optique d'exception, une première mondiale, à destination des hybrides Sony 24-36 mm en monture E. Il s'agit d'un zoom avec une plage de focale pour le moins originale et assez polyvalente, allant du 35 au 150 mm. Autre particularité de l'objectif, il offre des ouvertures maximales variables très lumineuses, f2.8. L'idée avec cet objectif un peu ovni est de disposer en un seul et même objectif de toutes les focales standards lumineuses avec, selon les dires du constructeur, une qualité optique exceptionnelle. Un 35 mm f2 donc pour le reportage, un 50 mm comme focale standard, un 85 mm pour le portrait, mais aussi un 100, un 135 et même un 150 mm. Le Tamron 35-150 mm f2.8 DI3 VXD en monture Sony E sera disponible fin octobre et proposé au prix de 1 799 €.
Et enfin, pour terminer, l'édition 2021 du Festival du Regard de Cergy-Pontoise vient d'ouvrir ses portes. Cette année, Sylvie Hugues, la co-directrice artistique du festival, vous plonge dans l'intime et l'autofiction avec des photographes-auteurs qui ont pris leur propre vie pour fil conducteur de leur travail. Au programme donc des expositions évidemment, mais aussi des lectures de portfolio, des rencontres et des visites commentées. Parmi les artistes exposés, on peut découvrir des photographies de Courtney Roy, Alberto Garcia Alix, Patrick Cockpit, Nobushi Araki, Marc Ribou et bien d'autres. Le Festival du Regard de Cergy-Pontoise, c'est jusqu'au 21 novembre prochain et c'est totalement gratuit. À noter aussi qu'un catalogue édité par Filigrane est offert, alors on n'hésite pas. Voilà pour l'actu. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Ce Pixie, c'est fou comme projet. Hein, c'est un peu fou. C'est chouette de voir que ça continue, surtout. C'est que nous, en fait, on avait découvert ça au Salon de la Photo, dans un bar 2018. Je me rappelle. Voilà, on avait découvert le boîtier qui était plutôt sympa. Bon, il y avait quelques choses, différentes choses à faire évoluer, mais le principe était plutôt cool. Moi, au-delà du capteur à 12 ou 26 mégapixels, c'était plutôt la taille du capteur qui était un peu décevante, puisqu'on était sur de l'APS-C et en fait on reste sur l'APS-C, on ne passe pas sur un plein format. Ce qui est un peu dommage pour une monture. Ah oui, quand on a goûté à la monture M, avoir un APS-C, c'est un peu dommage. J'ai un CL argentique que je garde, que j'affectionne beaucoup avec mon 40, et quand j'ai appris ça aussi, j'étais un peu déçu. Les gars, c'est un appareil qui est conçu et fabriqué en France, donc ouais, mais 3000 balles, on redescend un peu. Quoi. Et ce qui est chouette, c'est que ça continue. Moi, je pensais pas qu'il y aurait un Pixie 2, en fait, et c'est plutôt chouette, pour le coup. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Hervé? C'est plutôt une bonne nouvelle de voir un deuxième produit. Ça veut dire que le modèle commence à marcher. Après, oui, voilà, donc c'est un format APS-C, donc pour la monture qui va avec, c'est un petit peu peut-être décevant. Mais ça reste un beau produit, ça reste intéressant au niveau technique. La conception en France, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, sympa. Bah ouais. Ça rappelle la One de DxO d'ailleurs. Ça rappelle aussi la One de la DxO. Elle n'était pas fabriquée en France, celle-là. Elle était conçue, mais pas fabriquée. Sans aucun sous-entendu, c'est vrai. La conception. Quelque part, ouais. Ça fait plaisir aussi de voir ça. Après, c'est un vrai challenge de faire un appareil photo. Donc, longue vie à Pixie. C'est pas simple. Ils arrivent à le faire. Ils arrivent à faire un deuxième produit, ce qu'on n'avait pas fait avec la One à l'époque. Voilà. Donc, espérons un troisième plus tard. Benjamin, est-ce que tu as repéré des actualités dont je n'ai pas parlé cette semaine? On met à nouveau un petit peu l'accent sur le Festival du Regard, il faut vraiment y aller. C'est un très très bel événement. J'ai pas pu encore m'y rendre, mais c'est facile depuis Paris. On prend le RER A, on y va. Dans Cergy, qui est une ville en plus assez inspirante au niveau architectural pour tout photographe. C'est assez étrange comme endroit. Et il faut vraiment féliciter Sylvie et son équipe, parce que ce qu'ils arrivent à faire, c'est des petits miracles. Il faut rappeler que l'année dernière, il y a des grands noms. Et puis l'année dernière, ils avaient quand même subi le confinement, comme nous tous. L'événement avait été semi-ouvert. Il s'est passé un petit peu à moitié comme ça. Donc les revoir cette année, c'est une excellente nouvelle. Et il faut foncer, il faut y aller. Sinon, dans les actus un petit peu plus matos, là aujourd'hui, il y a Manfrotto, enfin le groupe Vitek qui détient Manfrotto, Love Pro, Joby, etc., qui va dévoiler pléthore d'outils, d'accessoires, de rotules, de sacs. Alors, on ne va pas tous les lister. Moi, je retiens la gamme Photosport série 3, donc c'est des sacs un petit peu baroudeurs, très bien conçus. Je vous invite à consulter notre site, lemondelaPhoto.com. On va tout vous éplucher, vous raconter, parce que là, sinon, c'est une émission à part entière. C'est vraiment la grosse armada qui arrive là. Ça marche. Alors moi, de mon côté, il y a deux autres sujets que j'avais envie un peu d'aborder. Je reviens un peu sur Tamron, qui décidément est extrêmement actif en cette rentrée. Alors là, on ne parle pas de nouveaux produits, de nouvelles optiques. Ils ont lancé la première charte de la photo animalière en partenariat avec le Fonds international pour la protection des animaux. Alors c'est assez intéressant comme démarche. L'idée de cette charte, c'est de rappeler les règles de base aux photographes quant à leur interaction avec les animaux, et d'une manière un peu plus globale, c'est de sensibiliser le grand public sur les questions d'environnement et de bien-être animal. Moi, je trouve ça chouette qu'une marque s'engage un peu dans ce genre de projet. C'est une excellente chose, hein. Je rebondis très rapidement pour avoir eu la chance de faire des safaris un peu l'autre bout du monde, Kenya, Pantanal, etc. Le problème souvent, c'est pas les photographes, c'est plus les organisateurs qui laissent beaucoup de gens, beaucoup de touristes s'approcher des animaux. Après que Tamron fasse ça, éveille un petit peu les consciences sur ce sujet, c'est très bien.
Mais c'est souvent plus les parcs dans lesquels on accède, que ce soit privés ou publics d'ailleurs, qui laissent souvent trop faire. Par exemple, je sais pas, moi j'ai vu 25 bateaux autour d'un couple de jaguars dans le Pantal. Enfin, il y a un moment où ça devient vraiment Ça n'a plus de le sens, quoi. cirque et ça n'a plus de sens et ça coupe toute envie de faire de la photo. Et deuxième chose dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui, c'est Canon qui organise un événement live, donc les 15 et 16 octobre prochains, sur 2 jours. Alors voilà, c'est une série de conférences et de masterclass avec de nombreux photographes, vidéastes et influenceurs sur des sujets très variés. Alors on va retrouver des voix et des noms qu'on a déjà entendus dans Faut pas pousser les ISO. Il y aura Franck Seguin pour parler de photos de sport, il y aura Julien Fabreau pour parler de photos de voyage, il y aura Yann Arthus Bertrand pour parler de photographie de nature, il y aura Nikos Aliagas, Quentin Caffier pour la photo de mode. Voilà, il y a un très gros programme pour ces lives. Alors pour participer, c'est relativement simple, il suffit de s'inscrire en ligne sur le site canonlivestories.fr. Ça rend un peu nostalgique du salon de la photo. C'est ce que j'allais dire. On dirait le programme qu'il y avait sur le stand de Canon, et c'était super sympa. Les confs de la grande scène de Canon qui se Moi, dématérialisent. C'est à la fois chouette et à la fois ça me petit rend un peu pincement au triste. cœur, hein. Moi, personnellement, dans les lives, j'en ai un peu marre. Les événements du coup. virtuels. Ouais. Alors on fait un Ça va podcast. revenir ok, l'année mais- prochaine, non? L'année prochaine, on aura un salon de la photo quand même. L'année j'espère. prochaine, Ouais, normalement, on croise les doigts, ça devrait. normalement, ça devrait revenir avec une version, comme ils disent, réinventée. Hervé, Renaud, est-ce qu'il y a d'autres actus qui vous tiennent à cœur que vous voulez un peu aborder ici? Au niveau smartphone, Au niveau de ce que tu veux. on avait parlé du Leica, Ouais. qui est sorti principalement au Japon, qui commence à parler un peu de lui en Europe aussi. C'est une proposition intéressante avec un capteur 1 pouce, avec la signature Leica a priori dans le monde du smartphone. Je suis encore assez curieux de voir ce que ça va donner au final. Mais ça reste un intervenant photographique qui fournit donc maintenant un smartphone complet. Donc là, avec, c'est pas un appareil Huawei avec un module Leica dessus. C'est Non. un appareil c'est un Leica. appareil Leica qui Fait est par Huawei, on va pas se mentir. qui est pas fait par Huawei a priori. Ah bon? Eh ben non. D'accord. Et non, c'est quand même c'est une proposition intéressante. On va voir ce que ça donne au niveau photographique. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Ce sera au niveau de l'optique plutôt, non, que du capteur? Ça va être principalement une combinaison entre l'optique et le capteur. Donc certainement une focale assez intéressante, un jeu avec une ouverture aussi certainement intéressante, et après potentiellement une petite touche photographique avec peut-être un peu de vignettage. Voilà, des aspects comme ça. Faut pas s'attendre à énormément de software derrière. Quoi, Mais par DxO va contre- pas intégrer le film pack là-dedans pour pouvoir simuler tous les rendus argentiques? Alors déjà, je ne fais plus partie de DxO, c'est important. Je parle au nom de DxOMark, qui est une société maintenant indépendante depuis 3 ans. Et mais ouais, le smartphone Leica, c'est un nouvel intervenant qui peut être intéressant au niveau photographique.